Aïe. Pardon. Un petit cheveu. Un petit cheveu et tu vas Toujours les l'arracher? petits cheveux, bah, c'est ce que j'ai fait sans faire exprès. Bah ça m'a fait très mal. Bah, pardon. Mais vu que j'ai pas, je me suis lavé les cheveux avec mes tresses, et bah j'aurai pas les grosses petites poussières. Non, t'auras pas les grosses petites poussières. Mais t'auras des petits nœuds. Aïe. Faut que tu sois courageuse. Je vais faire attention. Hein. Mais tu peux me dire après 59. Bah ouais. Bon, juste ça, après tu te débrouilles. 60. 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 69, 100. 70. 70, 100. Non. Et tu veux pas m'aider au lieu de compter? Tu veux pas essayer? Ah, ça fait trop mal. Ma fille d'amour, comme tu es belle. Parce qu'ils étaient dans tes tresses. Et, Tes cheveux sont magnifiques. est-ce que Je fais tout ce que je peux pour que tu les aimes. J'en fais peut-être un peu trop. je vais voir mes tresses si jamais les cheveux. Quand tu as les cheveux lâchés, tu n'es pas très sûre de toi. Tu veux voir s'ils vont pousser? Je te vois, maman. Et alors? Et en même temps, dès qu'on les admire, tu es fière. C'est que tu peux me lire une histoire? Je vais te faire une confidence. J'ai le même problème que toi. Pire, je n'arrive toujours pas à me trouver belle lorsque mes cheveux sont laissés libres et naturels. Dès l'école maternelle, ma touffe de cheveux m'a fait honte. C'est par elle que ma négritude était le plus visible. Elle suscitait des réactions qui me montraient du doigt. Alors au début, mes cheveux, je les ai maltraités. Je les ai défrisés, brûlés, cassés, plaqués, laqués, attachés, étouffés sous des mèches. Je ne savais pas m'en occuper. Je t'ai déjà un peu parlé de l'esclavage, péniblement. Je me rappelle, j'avais l'impression de te raconter un film d'horreur, J'ai ma réserve. d'inventer une histoire incroyable pour te faire peur. Mais je reste là. C'est l'écureuil qui va aller la chercher. Maman! Non, un tout petit peu plus tôt. Encore un tout petit peu. J'avais aussi hésité avant de t'emmener voir cette exposition sur les os humains, qui montrait des blancs exhibant comme des animaux de foire des femmes aux cheveux comme les nôtres. Ils les appelaient les femmes aux cheveux moussus. Non! Eh bien, tu sais, ma fille, je pense qu'on a honte de nos cheveux encore aujourd'hui, car pendant longtemps dans l'histoire, des hommes et des femmes ont fait croire que les cheveux lisses étaient plus beaux que les cheveux crépus. Tout le monde l'a tellement cru pendant tellement longtemps que maintenant, même si on sait que c'est faux, on y croit encore. De la même façon, on a dit tellement souvent que les peaux beiges, comme tu les appelles, étaient plus belles que les peaux marrons, qu'elles recouvraient des personnes meilleures, que beaucoup de gens le ressentent encore. Lève ta tête. C'est ce qu'on me suggère lorsqu'on me dit parfois « Bon, vous, ça va, vous êtes clair ?» ou bien lorsque l'on me fait comprendre que je dérange quand je me coiffe comme Angela Davis. La liberté de ma chevelure serait-elle subversive, libératrice d'une oppression? Je pense, ma fille, que nous ne sommes pas assez nombreuses à assumer nos cheveux crépus. Mais on doit le faire, pour nous, être des pionnières, oser dire « Je suis noire et je suis belle dans mon pays, la France ». Alors voici mon secret. Garde-le pour toi comme un précieux cadeau. Si pendant longtemps j'ai souffert de mes cheveux, petit à petit j'apprends et j'arrive à les aimer et à m'aimer. C'est ce que je veux pour toi, mon trésor. C'est pour que j'arrête pas de dire ça. C'est pour que j'arrête pas de dire ça. De dire quoi?
Merci beaucoup, je sais pas quoi. Assume ta beauté. Tu peux l'enlever? Lâche. J'étais comme ça, c'était plus. T'inquiète pas. Ça va être super joli. Souris. Comme ça. Alors après, je te remets tes cheveux. Vas-y. Tu vois? Regarde-moi. Souris. Ou c'est parce que tu souris pas? Souris pour voir. Un vrai? Un vrai? C'est pas un vrai. On changera après. Non, ça me fait trop. T'es super belle. Non, je suis super moche. On pourra faire le fer à lisser. Bah oui, on changera. Là, on fait boucle d'or. Après, on fera le fer à lisser. Après, on fera les tresses. Non, pas les tresses. Pas les tresses, mais c'est parce que ça fait longtemps que tu as eu tes tresses. Bah là, ça va être au centre. Non, j'ai pas envie d'aller au centre avec ça. Mais quand on aura marre, on les enlèvera. Non, j'en ai marre ce soir. Regarde-moi. Et moi, hier, j'étais coiffée comme ça. Ouais, et tout le monde. Et c'était pas Personne bon ne s'est moqué de toi. Tu sais pourquoi? Non. Parce que toi, t'es une adulte. Et personne n'a le droit de te gronder et te dire que t'es moche. Mais bah, toi non plus, personne n'a le droit de te dire que t'es moche. Si, parce que je suis un enfant. Non, descends. Il fait mal. Regarde-moi. Toi non plus, personne n'a le droit de te dire que t'es moche. Regarde-moi. D'accord. T'es belle. Hein? Ce que j'aime, c'est partir avec mon scooter tôt le matin dans un café à Paris. Dans n'importe quel café, n'importe quel quartier. Et prendre mon café au comptoir. Aller dans la ville qui se réveille. Là où il n'y a plus de différence. Plus de flics à ne regarder que moi. Les gens passent sans me voir. En fait, moi, ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille, en fait. Je suis né à Montreuil, originaire des Antilles, donc français depuis 4 siècles. Malgré ça, on m'a toujours pris pour un arabe. C'est vrai qu'il y a des similitudes entre nos peuples. En outre, nos parents ne sont pas nés ici, sont venus y travailler. On vit tous plus ou moins parqués dans les mêmes quartiers. Ici, personne ne te dit « oui, tu peux, tu es chez toi ». C'est plutôt « d'où viens-tu » Souvent, les policiers disent à mon sujet dans leur toki. Individu type Afrique du Nord. Quand je leur donne mon nom, Jean-Michel Petit-Charles, souvent ils me demandent « ta carte d'identité, elle est vraie ?» Avec un tutoiement d'office, bien sûr. Quand ce n'est pas la fouille au corps musclé.
Quand Pôle emploi m'appelle pour un travail par courrier ou par téléphone, avec mon nom, le courant passe bien en général. Mais quand je pointe ma tête, l'offre n'est plus valable, voire même elle n'a jamais existé. Quand je passe un contrôle aux frontières, quand je suis dans le métro ou sur la route, partout, la foule passe et ça s'arrête sur moi. Une épreuve permanente, toujours devoir tout prouver tout le temps, à essayer de se façonner pour être accepté. On finirait par développer une maladie. Mais j'apprécie ce bled. C'est un pays civilisé, la France, c'est bien. Même si le black antillais reste affligé de tard façon légende, éternel fainéant, alcoolique, chaud lapin, qui passe sa vie à la plage à boire du rhum en jouant du tambour. De mon enfance dans les quartiers de Montreuil, j'ai souvenir de bons moments. Les problèmes sont apparus plus tard. Collège, lycée, travail. Difficile de rentrer dans le moule. Ça tient au regard des autres. Pourtant, on a les mêmes mots, le même ciel, les mêmes oiseaux. Un café s'il vous plaît, un verre. Tu veux faire un essai? Dans un mois, dans un an, comment souffrirons-nous, Seigneur, que tant de mers me séparent de vous? Que le jour recommence et que le jour finisse, sans que jamais Titus puisse voir Bérénice, sans que, de tout le jour, je puisse voir Titus. Mais quelle est mon erreur? Et que de soins perdus? L'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours, trop longs pour moi, lui paraîtront trop courts. L'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? L'ingrat de mon départ consolé par avance, daignera-t-il compter les jours de mon absence? Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Ces jours si longs pour moi lui sembleront trop courts. Oui, j'adore Racine. Je l'ai beaucoup travaillé. Je l'ai joué aussi, mais beaucoup travaillé aussi dans mes jeunes années d'études. Et c'est curieux d'ailleurs parce que ces derniers temps, il m'est revenu un souvenir. À l'époque, c'était quand je passais le concours d'entrée de la rue Blanche. Et je pense que c'est une élève qui m'avait rapporté ce propos qui avait été tenu par un des membres du jury, qui se trouvait être le professeur de diction. Et peut-être cette histoire n'est pas vraie, mais en tout cas, je l'ai prise
comme une vérité. Et le professeur aurait dit qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une comédienne japonaise au théâtre? Et cette phrase-là, à l'époque, j'en ai pas tenu compte. J'ai voulu ignorer la question que ça soulevait. Et puis maintenant, je me pose pas mal de questions sur ce que je peux représenter, ce que je projette, sur l'image que je produis sur scène. Et donc cette question-là, évidemment, je me rends compte qu'elle est au cœur de beaucoup de choses, de ma manière d'exister dans la profession et même dans la vie. À mes pairs, P-A-I-R-S. Le mot Shintok, je l'ai entendu toute mon enfance. Shintok. Cela me blessait même si je ne voulais pas l'avouer. Alors je suis devenue fière et farouche. Je précisais à ceux qui m'attaquaient que j'étais française, née à Paris, d'origine japonaise, et que le Japon n'avait rien à voir avec la Chine. Mes parents sont arrivés à Paris dans les années 50. Très tôt, j'ai lu Flaubert, Maupassant, les grands auteurs, les poètes. Je rêvais de partager ma passion pour les grands textes et la poésie. Je voulais faire partie d'une troupe, une sorte de famille. Mais j'ai toujours été timide et solitaire. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une comédienne japonaise au théâtre? Cette phrase, elle me ramène à ma différence. Elle me chuchote que peut-être je ne suis pas légitime ou pas intéressante, qu'il vaudrait mieux que je ne la ramène pas trop, que je reste dans mon coin. Pourtant, je suis devenue comédienne. J'ai joué un peu partout, mais en évitant soigneusement de m'exposer trop, en cherchant juste un tout petit peu la lumière. Mais avec le théâtre seulement, je ne m'en sortais pas. Alors, tout en continuant à jouer, je me suis tournée vers le doublage. J'y ai pris goût, et avec le temps, ça a marché. Une partie de moi est connue du grand public, ma voix. Moi qui suis devenue comédienne pour être dans la lumière, Vraiment? j'aime la pénombre des studios d'enregistrement. Derrière les actrices auxquelles je prête ma voix, je peux m'oublier. Grande pimprenelle? Ah, c'est pas en place. Ok, d'accord. Donc on va refaire Celle-là. ça. Et puis après on fera la dernière où il faut que tu manges un peu plus et que tu sois un peu moins forte. D'accord, ok, Ok. ça marche. Alors, t'as parlé à Derek pour le... Attends, il faut que tu manges un peu plus là. Ah oui, c'est vrai, Hein? d'accord. Alors, t'as parlé à Derek pour le... C'est vrai. Il vient de sortir de tôle. Laisse-le réapprendre à vivre en société. Ouais, peut-être le société. Didier reconstruit l'oreillette d'une patiente avec un... C'est vrai. Il vient de sortir de tôle. Laisse-le réapprendre à vivre en société. Sophie, on l'écoute? Ce qui est drôle, c'est que même dans le doublage où l'on n'entend que les voix, Vraiment? la question de ma différence se pose encore. Je suis employée le plus souvent pour doubler des actrices d'origine asiatique. Au gré des films, je puis être chinoise, japonaise, vietnamienne ou coréenne. Grande pimprenelle. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'une comédienne japonaise au théâtre? Alors ça, ce sont des copies de travail de différentes séries ou films que j'ai doublés. Ici, c'est Tigre et Dragon. C'était le rôle d'une vieille chinoise qui faisait des arts martiaux. C'était un très beau film, Tigre et Dragon, c'est magnifique. Dancing at the Blue Iguana, c'est un autre magnifique film dans lequel Sandra Oh jouait le rôle d'une stripteaseuse. Et son personnage aimait beaucoup la poésie, elle écrivait, elle était poétesse et elle lisait ses poèmes aussi à ses heures perdues. Sandra Oh est d'origine coréenne. Gilmore Girls, c'est une série dans laquelle il y avait une actrice d'origine vietnamienne, américaine d'origine vietnamienne. Urgence Ming-na, elle est également américaine, d'origine chinoise.
C'est une série médicale, il faisait un chirurgien dedans. Une série que je double actuellement, j'y tiens le rôle de Nikita, qui est une tueuse qui travaille pour les services secrets. J'aime le théâtre avec la même passion qu'à mes débuts. Mais c'est toujours et encore compliqué de m'exposer. Sans cesse, le même doute me paralyse. Suis-je légitime? Suis-je intéressante? Tous les jours, c'est une lutte. J'aimerais pouvoir jouer avec légèreté. Ne plus me poser la question de mon apparence. Et pouvoir dire, avec tranquillité, « Regardez-moi. J'aimerais jouer. Voulez-vous jouer avec moi ?» Cher Jawed, je t'ai rencontré quand je sillonnais la banlieue pour mon travail de thèse en psychologie. J'avais choisi de m'intéresser à la souffrance des adolescents français, enfants d'ex-colonisés algériens, qui avaient participé en 2005 aux émeutes, comme disaient les autorités. Toi, tu préférais dire révolte. Tu m'avais parlé avec sincérité. Je voudrais te parler de moi à mon tour. Même si j'ai plutôt l'habitude, dans mon métier de thérapeute, de m'effacer derrière les histoires des autres. Comme toi, je suis née en France, dans une famille d'origine algérienne. Mon physique, mon nom, racontent cette filiation. Je venais ici dans la pénombre, non pas pour prier, Jawed, mais pour penser au calme. Chercher, je ne savais pas encore quoi. Je tentais de donner du sens à l'insensé, je crois, d'un quotidien pas très sympa. Alors, il n'y avait pas autant de monde à l'époque, pas tant de touristes. Mais les cités étaient à 2 pas, personne ne pensait à venir là. Plus tard, j'ai appris que ce lieu de spiritualité était lié à une histoire symbolique très forte. Celle de Denis, à qui on l'a coupé la tête et qui a continué à marcher au-delà de la mort, avec sa tête sous le bras. Cette légende qui fonde la ville de Saint-Denis, je ne la connaissais pas alors, mais je sais aujourd'hui comment ça me parle à moi. Ça me parle de ceux que l'on a voulu réduire en vain. Ça me parle de domination, d'esclavage, de colonialisme. Ça me parle surtout de liberté chèrement acquise.
Je me souviens de cette prof d'anglais, irlandaise, très jolie, rousse et très sympa. Elle nous avait fait lire Le meilleur des mondes, qui se déroulait dans une société du futur. Il y avait des êtres blancs, beaux, ceux-là étaient clonés. Et les sous-catégories des récalcitrants qui refusaient le système et vivaient parqués comme des animaux. Je crois que je m'identifiais à ces récalcitrants. J'ai lu ce livre 100 fois. Mais cette prof a fait encore plus fort. Elle nous a dit, un jour de printemps, nous allons faire cours dans mon jardin. Et elle nous a offert, à nous, un peu de son ailleurs à elle. Nous étions, enfin des enfants comme les autres, chacun avec nos différences, quelle que soit notre couleur de peau. Je ne me souviens plus du déroulement du cours. La seule chose qui me reste, et ce n'est pas peu, c'est que depuis lors, cet autre regard sur moi a transformé mon regard sur moi-même. Ensuite, elle nous a fait découvrir Martin Luther King, Malcolm X. J'ai compris qu'il existait d'autres façons de penser le monde. J'ai compris que le monde était vaste et que j'en faisais partie. Justement, cette prof d'anglais, elle ressemble beaucoup à l'Irlandaise de Courbet. J'aurais beaucoup aimé la remercier. J'espère, Jawed, que tu feras une de ces rencontres qui sauvent. Une fille est moins racisée qu'un garçon. Moins contrôlée par la police, par exemple. Par contre, elle sera d'emblée vue comme une pauvre fille arabe, victime de ses grands frères, de son père, de sa culture, voire de sa religion. Moi, j'ai toujours dit non à ce statut de victime. Comme toi, je suis du monde des cités. Ce bain de métissage qui nous fabrique et nous distingue de la majorité. Comme toi, je connais la violence d'être enfermée dans la catégorie origine immigrée. Alors qu'on se sent d'ici, qu'on est d'ici, intimement. Quand j'avais ton âge, les HLM de ma cité semblaient barrer mon avenir. Et la phrase « tu n'iras pas bien loin dans la vie » me hantait. Et la phrase « tu n'iras pas bien loin » me hantait. Pour la première fois, nous, enfants d'immigrés, avons rappelé que nous sommes des citoyens français à part entière et non entièrement à part. J'ai été élu maire adjoint avec 67%. Et je me souviendrai toujours des larmes de fierté de mes parents lors de mon investiture.
Mais entrer au conseil municipal n'était pas l'étape la plus difficile. Savez-vous que beaucoup encore ont du mal à accepter qu'un Français, au nom et au faciès maghrébin, brigue des fonctions républicaines? Salam alaikum, mes petits frères, Zied et Bouna. Votre mort, le 27 octobre 2005, dans un transformateur EDF à Clichy-sous-Bois, a marqué à jamais un tournant dans ma vie. C'est la première fois que je vous écris. Même si je suis convaincu que vous nous regardez, de là-haut, j'ai envie de vous raconter ce qui a suivi votre mort. Dès l'annonce de la nouvelle, les quartiers populaires de la France entière se sont enflammés. Toute une jeunesse s'est levée pour refuser de laisser passer, une fois de plus, une bavure policière, raciste, impunie. Moi, à l'époque, j'étais éducateur. J'ai contenu ma tristesse et ma colère. Et j'ai sillonné les rues, chaque soir, pour amener mes petits frères à la maison, à la raison, de peur que d'autres après vous ne perdent la vie. Les médias du monde entier sont venus filmer votre quartier. Des propos insultants et discriminants ont sali vos mémoires et nos familles. Voilà pourquoi ma vie a basculé. Cher Monsieur le Président de la République, mes parents sont originaires de La Réunion. Moi, je suis né en banlieue parisienne. Je vis dans le 9-3 à Épinay-sur-Seine. Mais surtout, je suis né d'un orgasme de tolérance. Mes parents n'ont pas la même couleur de peau. Je suis un métis en noir et blanc avec une vie multicolore. Couleur bonheur? Non. Je dirais plutôt couleur douleur. Lorsque j'étais ado, mes potes et moi, on rêvait tous de réussir nos vies. Je serais riche, j'aurais plein de gardes du corps, disions-nous. Mais passé la trentaine, personne d'entre nous n'a de garde du corps, personne ne nous protège. Certains n'ont même pas de protection sociale. J'ai fait la fac jusqu'à bac plus 5. Mais arrivé au doctorat de psycho, je n'arrivais plus qu'à écrire des histoires d'amour, des poèmes sur la banlieue pour expier mon malaise. J'ai dû stopper tout net mes études pour me consacrer à l'écriture. Lorsque j'ai cherché un emploi alimentaire, on ne me proposait que des postes de vigile. Ah, Monsieur le Président, la France, le pays des vigiles les plus diplômés du monde.
Quand j'anime mon émission de littérature classique à Radio France, on me renvoie à une image d'artiste. Mais, défranchi la porte du dehors, à nouveau on me prend pour une racaille des cités. Au mieux pour un rappeur. J'ai raboté mon accent de banlieue. J'ai changé de code vestimentaire. Peut-être faudrait-il aussi que je change de couleur de peau ? Après tant d'années à bord de mon corps nègre, je comprends mieux maintenant pourquoi les vendeurs de crème blanchissante font fortune dans ma cité. Obligés d'utiliser les moyens du bord, les femmes noires, chez moi, se décolorent avec des pommades cancérigènes. Javelisées, elles se croient lavées de tout soupçon, blanchies, préférant choper une tumeur mortelle plutôt que vivre avec cette satanée couleur de peau. Allez, on continue à courir. On va se déplacer, on va pas chasser face au ring, pas chasser. Monsieur le Président, savez-vous que des gens que je ne connais pas me demandent si j'ai du shit à vendre? Mais je n'ai que du courage à revendre et des convictions humanistes. Je n'ai pas de shit, mais du chut. Chut. Car je pense donc je suis. Et je ne suis pas la personne que vous croyez que je suis. Quelle est donc cette force qui efface les êtres foncés comme moi dans les fossés de la France? D'où vient-il? D'où vient-il ce feu qui dévore nos quotidiens faméliques et qui incendie nos quartiers et nos vies? Bonjour amis radio-auditeurs, vous êtes bien sûr le Move, il est 14h60 et c'est Yayamour pour l'émission Clash, les classiques, l'émission de folie littérature. Le roman Crime et Châtiment de Dostoïevski, le roman Crime et Châtiment de Dostoïevski sur le Move. Découvrez cette effroyable descente aux enfers parsemée de doutes. Voyagez à l'intérieur de la tête de Monsieur Raskolnikov. Vivez avec lui ce besoin primaire de tuer. Écoute bien cette petite synthèse que j'ai faite de ce roman avec tes oreilles, avec tes radio-oreilles, radio-auditeurs.
Longtemps, j'ai cherché une explication à mes souffrances. Et maintenant, j'ai compris ce qu'il me reste à faire. Un jour, je serai blanc, Monsieur le Président. Et je deviendrai président, Monsieur le Président. Voilà, j'envoie ça à l'Élysée. Père, te souviens-tu de cette journée lorsque tu m'avais accompagné à l'école, de l'autre côté du pont? Je m'en souviens très bien, c'était un lundi matin. J'avais cette peur mêlée d'excitation qu'ont tous les enfants qui vont découvrir une nouvelle école. Petite, je croyais que mon quartier était un pays à lui tout seul, et la ville un vaste monde inconnu. Traverser le pont, c'était comme franchir une frontière. Même toi, père, tu me le répétais souvent. Tu peux jouer dans le quartier, mais attention, ne dépasse jamais le pont. Il y avait notre France à nous, celle de toutes les couleurs, que certains appelaient ghetto, pour nous dénigrer. Et puis, il y avait la France, de l'autre côté du pont, celle des riches, tous blancs, qu'on trouvait moroses. Un jour, une vingtaine d'élèves dont je faisais partie a été envoyée dans l'école de l'autre côté du pont. Non pas que nous soyons devenus riches, mais notre ancienne école était devenue trop petite. Nos parents n'avaient pas été consultés, comme si leur avis ne comptait pas. Ta main, père, ce jour-là n'avait pas été de trop. J'avais mis ma belle robe en dentelle, avec le chouchou en forme de fleur au bout de ma natte africaine. Et ma paire de bottes roses. Pour moi, c'était le top classe. Mais pour les élèves de ma nouvelle école, c'était ridicule. Ils s'étaient moqués de moi. Père, s'il y a une chose que tu as su me transmettre, c'est bien ta force de caractère, pour rester fier en toutes circonstances. Ce jour-là, la directrice, Madame Fouly, nous avait alignés sur les marches, face à tous les parents et les élèves de la nouvelle école. Elle nous avait demandé de nous tenir bien droit et de dire « Bonjour les enfants de l'école des chênes ». Les élèves en face avaient dû nous répondre « Bonjour les enfants de la Croix-Petit ». Une vague de moqueries avait submergé le hall de l'école. La honte. Je m'en souviendrai toute ma vie. Des élèves de notre groupe avaient fondu en larmes.
Moi, j'étais terrorisée. Sans doute autant que ses parents, qui nous regardaient avec méfiance et inquiétude, un questionnement sur leur visage. Que vont devenir nos petits aux côtés de ces sauvages ? Quand nous avons regagné la classe 2 par 2, les élèves de la nouvelle école refusaient de nous donner la main. De peur sans doute de se salir avec nos couleurs ? Père, tu es parti beaucoup trop tôt. Tu m'as laissé dans ce monde. J'ai encore besoin de tes lumières. Ce jour m'a marqué plus que je ne l'aurais jamais pensé. J'étais rentrée à la maison en pleurs, me réfugier près de toi et te dire que je ne voulais plus retourner dans cette école, de l'autre côté du pont. Jamais. Tu m'avais calmement répondu. Ma fille, ne laisse jamais personne te rabaisser. Sois toujours plus intelligente. Aujourd'hui, je me nourris de ton histoire. Je me bats pour me faire une place. Si tu étais là, tu m'aiderais à faire face aux obstacles. Sana. Je m'adresse à vous, qui sur le tournage de mon dernier film, n'avez pas voulu comprendre que j'étais la réalisatrice. Vous n'avez parlé qu'à mon cadreur, en persistant à me prendre pour l'assistante. Je m'adresse aussi à vous, qui lors de la projection du film, êtes venu me féliciter pour mon excellent niveau de français. Je me souviens de vous et de beaucoup d'autres. Je voudrais vous raconter. Pendant longtemps, j'ai marché dans Paris, toute seule, sans but, des kilomètres. Partie de la cité des 3000 à Aulnay-sous-Bois, je prenais le RER et je parcourais jusqu'à épuisement ce territoire qui n'était pas le mien. Rue Bonaparte, les galeries d'art, le musée d'Orsay. Je m'échappais. Sans le savoir, j'étais en train de me séparer. À jamais. Je me souviens. C'était à la bibliothèque de la Sorbonne. Je révisais dans la grande salle, sous les tableaux de Platon, Descartes et Racine. Je me suis redressée et j'ai eu ce frisson que je n'oublierai jamais. Parmi les nombreux chercheurs et étudiants, j'étais la seule noire. J'avais effectivement traversé le mur qui sépare le monde des Noirs et le monde des Blancs, mais j'étais seule à cette place. Cette sensation de solitude ne m'a presque jamais plus quittée.
1000 fois, ça m'est arrivé d'être la seule noire. Et à chaque fois, je surprends dans le regard des autres ce même questionnement qui passe à mon égard. Comme pendant un bref arrêt sur image. Mais où sont les autres ? Aujourd'hui, je voudrais que cette couleur s'efface. Pour ne plus avoir à me défendre, ni à prouver, ne plus subir les fantasmes, ni les rejets. Je voudrais qu'enfin, quand je serre la main de quelqu'un pour la première fois, la longue histoire des rapports de domination entre les hommes cesse de se répéter. Dieu sait pourquoi, Fanon songe à Paris. Son hostilité, les labyrinthes de ses ghettos, la cruauté des regards des Blancs qui l'excluaient tout en suivant avec une intention ininterrompue, calculatrice, son moindre geste, sa moindre parole, son moindre souffle. Certains jours, sa peau brune plissée, criblée de rougeur, littéralement. Il se rappela l'indifférence et l'invisibilité qu'il s'imposait pour soulager la tension d'être constamment vu, et pire, vu comme quelque chose de pas tout à fait humain. Une créature dont il ne pouvait empêcher les autres de croire que c'était bien elle qu'ils voyaient. Voilà, c'est vrai que c'est très violent, mais en même temps, quand il parle de tension ininterrompue, d'être vu constamment, c'est exactement moi ce que je ressens quand je vais dans une soirée, ou même quand je prends le train, ou même quand je suis dans un endroit où j'ai pas besoin d'être, où on n'a pas l'habitude de me voir. C'est pas forcément des regards racistes. Là, il parle vraiment d'un contexte colonial très fort. Mais cette idée de tension ininterrompue, d'être constamment vu, c'est quelque chose qui peut pas mieux raconter, je pense, cette espèce de violence du regard, en fait. C'est de la violence de jamais être justement vu comme quelque chose d'incolore. Et que c'est ça que je trouve magnifiquement dit et qui me parle à un point incroyable, quoi. Je l'aurais pas mieux dit, en fait. Attention, mec. Maman. Oui. Tu sais c'est où l'Afrique du Sud? Oui, je sais. Ben c'est en bas de l'Afrique. Exactement. Et pourquoi tu veux aller en Afrique du Sud, toi? Ben, en Afrique du Sud, il y a des girafes. Ouais, c'est vrai. Lorsque j'étais petite fille, je pensais que pour réussir ma vie, il fallait que je devienne blanche. Je regardais la télévision, je lisais Les Malheurs de Sophie, Les Petites Filles modernes. J'étais une bonne élève. Alors pour moi, pas de doute. Si je continuais comme ça, je deviendrais blanche. J'aurais les cheveux de Sue Ellen et un mari comme Patrick Bruel. Ce n'était ni un programme, ni une ambition, ni une revanche à prendre sur le hasard d'une vie qui m'avait faite noire. C'était juste la seule manière possible de devenir adulte. Bien entendu, la petite fille de 8 ans ne pouvait comprendre la profonde violence de ce qui me semblait alors être une évidence. Ma grande sœur, qui lisait Angela Davis, écoutait Fela et Bob Marley, m'avait offert 2 poupées Barbie, une blanche et une noire. Bien sûr, dans les nombreux feuilletons que je scénarisais chaque jour, la Barbie noire était toujours une harpie cruelle, face à Kelly, créature douce, aux fossettes roses, aux cheveux lisses et blonds que je passais ma vie à coiffer. À aucun moment je ne me suis identifiée à la Barbie noire. Ça ne m'a même jamais traversé l'esprit. Attends, je vois pas. C'est quoi ça? Là, il n'y a pas de noir. Ils sont où? Mais ils sont séparés, les noirs. Bah, ils sont où, là? C'est quoi cette image? En fait, il n'y a que des blancs. Et ils sont où, les noirs? Bah, ils sont séparés. Et pourquoi ils sont séparés? C'est parce que
C'est parce que c'est ce méchant président qui les a séparés. Ah oui, c'est vrai. Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir protéger mon fils Tidiane, lui épargner cette violence. Là, c'est beau, là, dans la plage. T'as vu, au début, il n'y avait que des blancs. Maintenant, t'as des blancs, t'as des noirs, t'as des petites filles. Et tout ça, c'est grâce à Nelson Mandela. Maman, si t'étais chez les Noirs, t'aurais un amoureux noir. Avant, ouais. J'aurais pas pu avoir un amoureux blanc comme papa. Et j'aurais pas pu avoir un beau bébé comme Tidiane. Parce que moi, je serais où? Bah parce que toi, t'aurais été soit noir, soit blanc. Enfin, t'aurais pas été là du tout, même. Parce que j'aurais pas eu le droit de me marier avec papa. Et si t'étais mariée avec un noir, alors? Bah j'aurais un enfant noir. Et si t'étais blanc, c'est que... Si t'étais blanc, c'est que t'avais un... Et que papa, il était blanc. Tous les deux, vous étiez blancs. Bah on aurait eu un enfant blanc. Et si vous étiez tous les deux marrons? C'est bon, je peux y aller là? J'écris des lettres depuis que j'ai compris que rien n'est éternel. Depuis que l'amour est menacé, on dit communautaire. Un message à faire passer, y a pas de couleur pour être. Je me répète, mais c'est le fruit de mon histoire personnelle. Blessé depuis l'enfance et ça se poursuit dans ma vie d'homme. Accablé de voir toutes nos différences nous détruire. Pour une question d'épiderme, combien se font la guerre? Le temps des croisades s'étend au 21e siècle. Ouais, je me sens mal dans ce monde, alors j'écris, brise, extériorise mon mal-être dans des lettres impersonnelles. J'en suis convaincu, on est tous frères. Je me rappelle du temps passé sur les bancs de l'école, les regards fixés sur moi à chaque fois qu'on étudiait l'Afrique. Et puis je me rappelle de ces camarades de classe dont tu faisais partie, qui rassemblaient des sacs de riz lors de la crise alimentaire en Somalie, et qui me disaient aussi fièrement que maladroitement, on va aider ton pays. C'est là que je suis né. Tout avait commencé pour moi dès la maternité. La sage-femme avait dit à ma mère que j'avais la jaunisse. Maman lui avait répondu « Madame, il est plutôt métis ». J'ai grandi ici, en Mayenne. J'en garde de bons souvenirs, même si je reste marqué par cette enfance, à être toujours le seul noir. À toi qui étais dans ma classe et qui m'a dit un jour « Non mais toi c'est pas pareil. Toi t'es pas comme les autres. Toi, c'est comme si t'étais comme nous. » Je voulais te dire. Des noirs, je n'en voyais nulle part. Les seules images positives de noirs que j'avais, c'était les cartes de foot qu'on s'échangeait à la récré. Tu veux me donner ton blouson, s'il te plaît? Ouais. Voilà. Assieds-toi. Ah, mais ça faisait longtemps, là. Ah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais, bah Tu ouais, es sur, là, je suis... tu es sur Château-Gontier? Ouais, de passage un peu, là, sur Château-Gontier, voir la famille et tout, en même temps. Donc, bah, là, c'était l'occasion, en même temps, de passer et puis de se rafraîchir un petit peu, quoi. Tu veux me donner ta casquette? Ouais, allez, c'est parti. Jack. Alors, tu sais ce que tu veux comme coupe de cheveux? Tu veux voir un catalogue? Ouais, bah, allons-y. Je vais t'en passer un. Tu vas. Allons-y, ça va peut-être Essaye de trouver quelque chose dessus. Et après, on va voir ce que tu veux. Ça commence bien, là. Ah oui. Ah oui. Je suis pas sûr qu'il y ait des coiffures par rapport à ton cheveu. Ouais. Mais tu avais toujours une façon de me choisir des coiffures qui étaient irréalisables sur tes cheveux. Sympa. Non, pas sympa, parce que tu me choisissais toujours des coiffures qui n'étaient pas réalisables. Ah bon, par exemple, j'aurais pris ça. Oui, t'aurais pris ça. La coupe à la Justin Bieber. Généralement, je peux pas te le faire, t'as les cheveux trop courts. Là, mon argument que j'ai aujourd'hui. Mais sinon, bon, on part sur une coupe à la Harlem, hein, on se délimite bien ici.
On rase bien, bien propre, tac, bien découpé sur le côté, et puis là, c'est parfait. Moi, j'aime quand t'es comme ça. Ah Parce bah, que moi, je sais ce que tu veux, ah et bah tu voilà. vas pas m'embêter pour une coupe de cheveux. Eh ben, on fonce, on y va, on y va, on y va. T'es un très bon client comme ça, là. Ah bah non, je suis pas compliqué, moi. Ah, non, mais tu y étais à l'époque. Un jour, quand j'étais petit, j'avais apporté à Monsieur Bertrand, le coiffeur, la carte de Thierry Henry, un trésor pour moi. Je lui avais demandé, timidement, je crois, « Vous pouvez me faire la même coupe que Thierry Henry ?» Et il me l'avait faite. Après, les copains à l'école me disaient, « Tiens, t'as la coupe de Thierry Henry. » Parce que, qu'est-ce que t'as pu me faire perdre du temps? Ah ouais, mais j'arrivais pas à l'identifier, j'arrivais pas à trouver le... Tu sais que quand tu prenais un rendez-vous, quand tu prenais un rendez-vous, je stressais. Je me disais, il va me faire perdre du temps, il va pas savoir ce qu'il veut. T'étais trop timide à l'époque pour le dire. Bah ouais, c'est ça, parce que c'était perturbant, parce que je savais pas trop comment... T'expliquer. Expliquer, et comme j'avais pas les modèles, c'était compliqué. Il y a des clients, ça nous embête de les avoir vus grandir. Toi, pour la coupe de cheveux, je suis vachement content que t'aies grandi, toi, parce qu'au moins, on a gagné du temps aujourd'hui. Ah bah oui, là... Est-ce que ça va? Ah ouais, là, on est bien, là. Voici Patrice. Je me rappelle, un jour tu m'as dit, dommage qu'on ne soit plus à l'époque de l'esclavage. Et puis un autre jour au foot, j'avais 7 ans, tu as essayé de me faire manger de l'herbe. Le plus grave, le plus dur à vivre, c'est que je ne me sentais pas protégé. Je n'ai aucun souvenir d'un adulte, instituteur, professeur ou même directeur qui m'aurait défendu. Pour eux, c'était des chamailleries. Comment qualifier de chamaillerie des insultes aussi violentes que « sale noir, retourne dans ton pays » ? Alors je me suis forgé un caractère. Je me suis replié sur moi-même. J'ai fait le fort. Il me fallait apprendre à régler les problèmes par moi-même. J'étais seul. C'est l'écriture qui m'a sauvé. Je me souviens de mon premier concert. Prendre un micro et crier tout ce que je gardais pour moi depuis l'enfance. À 13 ans à peine, je déclamais mes premiers textes comme une lettre ouverte. Lorsque je suis descendu de ma première scène, j'avais trouvé ma forme d'expression, mon exutoire. Aujourd'hui, je suis devenu rappeur. Je mets en place des ateliers rap avec les jeunes et mon nom de scène est humaniste. Écrire pour transmettre. Lui on plaide pour la bonne cause. Passe le message si tu plaides pour la bonne cause. Passe le message si tu plaides pour la bonne cause. Passe le message si tu plaides pour la bonne cause. On passe le message, lui on plaide pour la bonne cause. Passe le message si tu plaides pour la bonne cause. Maman, je suis sur le départ. Je quitte le foyer familial pour aller en Chine, à Canton. Je te quitte. L'entreprise française pour laquelle je travaille m'envoie dans cette contrée lointaine pour développer ses affaires. Je vais vivre dans une région que je ne connais pas, dont je ne parle pas la langue. J'ai longtemps hésité avant d'accepter. Celle-là, elle est pas mal. Hein. Quand tu étais toute ronde? Non, mais on était à l'Arc de Triomphe même, avec maman. Ah bon? Je me rappelle pas de celle-là.
Ah, celle-là, elle est bien, celle-là. C'est trop bien collé, par contre. Voilà, hop, c'est pris. Celle-là, c'est moi qui te l'avais prise. Je vais te la prendre. Je te les rendrai quand je reviendrai. T'as intérêt. Et prends aussi, maman. Ça y est. Voilà, je m'en vais avec ça. Pour moi, qui ai fait toute ma vie ici, c'est quand même un peu bizarre d'aller là-bas. Beaucoup pensent que je ne suis pas français, mais chinois. J'ai pourtant été nourri des valeurs de la République française. Je pense en français, je rêve en français. À l'école, on se moquait souvent de moi. Les camarades me faisaient des boutades en se tirant les yeux, en se bouchant le nez pour imiter un accent qu'ils croyaient chinois. Un accent que je n'avais pas. J'étais comme l'enfant différent, le fils illégitime qui n'a pas eu le même pain que les autres. En fait, je me sentais presque comme un bâtard. Longtemps, je n'ai pas compris pourquoi je devais forcément être identifié à un autre, à celui qui est, entre guillemets, jaune comme moi, mais dont je ne partage ni les intérêts ni les habitudes. C'est plus tard que j'ai compris. Alors que j'ai pris racine en France, il y a et il y aura toujours des gens qui me regarderont avec suspicion, comme peut-être regarder un homosexuel ou un malade. Quelle que soit ma personnalité ou mes aspirations, je porte une étiquette avec tous les stéréotypes de l'homme asiatique. Sage, travailleur, petit, asexué, souvent informaticien ou combattant d'arts martiaux, escroc ou exploité, toujours réservé, jamais séducteur. Tu as vu déjà, toi, dans un film français, un asiatique jouer le rôle d'un homme complet? Je vais te confier une question que je me suis toujours posée. Est-ce que je suis accepté dans ce pays? Alors j'ai commencé à me dire que peut-être je n'avais pas ma place ici. Que peut-être il me faudra partir, renoncer à la France que j'aime. Comme si j'abandonnais le combat. Comme si la France m'abandonnait. Je pensais aux États-Unis, à la Grande-Bretagne, où là-bas j'assumerais, je crois, ce statut d'étranger. Bon. Aujourd'hui, on m'offre la possibilité de m'expatrier. Mais, ironie du sort, c'est vers la Chine qu'on m'envoie. Je pars d'abord pour ma carrière, mais également pour expérimenter la vie dans ce pays que certains voient comme le mien. Comment est-ce que les gens de Canton me regarderont? Comment est-ce qu'ils m'accueilleront lorsque je leur dirai que je n'ai pas respiré le même air, pas bu la même eau, pas appris les mêmes leçons à l'école pour faire ma vie? On va. Maman, j'ai peur de me sentir seule là-bas aussi. Est-ce que je serai toute ma vie un étranger? Ton fils, Rui. Je vais à Roissy. Ok, monsieur. Merci, monsieur. C'est parti.
C'est ici que mon grand-père est enterré. Je vais souvent pour aller le voir. Ça me fait du bien. C'est là aussi que je serai enterré. Cher grand-père, je t'écris cette lettre, toi qui étais venu m'accueillir à l'aéroport de Roissy, en provenance du Sri Lanka. Je n'avais que 2 mois. Et tu avais peur de me prendre dans tes bras, tellement je ressemblais à une petite crevette. Dès notre première rencontre, tu m'as considéré comme ton petit-fils. Ma couleur de peau n'avait pas d'importance pour toi. Tu ne la voyais même pas. Je voudrais te raconter ce que j'ai vécu depuis que tu n'es plus de ce monde. Tu sais, ça n'a pas changé. On me prend toujours pour un étranger ou un pauvre. Longtemps, je suis allé avec des jeunes qui avaient la même couleur de peau que moi. Je ne disais pas que j'étais adopté. Je m'inventais une vie sans en parler à personne. J'étais comme eux, avec en commun les contrôles aux faciès et les regards suspicieux. À l'adolescence, j'ai vécu un passage compliqué. Être noir dans une famille blanche, une société blanche, je ne trouvais pas ma place. Je ne voyais pas de perspective. J'ai traversé des états dépressifs. J'ai eu besoin de me perdre pour me retrouver. Finalement, j'ai compris que la seule chose qui me relie à mes amis, ces jeunes pauvres, qui souvent n'avaient jamais vu la mer, c'était ma couleur de peau. Parce que moi, comme tu le sais, j'ai vécu une enfance heureuse, dans une famille qui me donnait tout pour que je réussisse, avec les vacances dans ton château. Grand-père, toi qui as participé à la construction de l'Europe avec Jean Monnet, tu as toujours cru en cette idée de rassembler les hommes, quelles que soient leurs origines. Tu avais tellement été marqué par la guerre et le nazisme, tu serais sans doute blessé par cette histoire qui m'est arrivée. Parmi tous les contrôles de police que j'ai subis, l'un d'eux m'a particulièrement marqué. Ça s'est passé exactement ici. Un jour, en plein après-midi, rue de Rennes, j'allais à la Fnac avec un pote qui travaillait comme moi au restaurant. Sans aucune raison, on s'est fait arrêter par des hommes en civil avec des brassards rouges. La foule nous regardait avec méfiance. Ils nous ont obligés à mettre les mains sur les murs et à écarter nos jambes. Ils nous ont fouillés sur tout le corps, en touchant même nos parties intimes. Ils ont vidé nos sacs par terre. Lorsqu'on s'est plaint, un des hommes a dit à mon ami malien, « Toi, on t'a pas parlé le singe. » Lorsque je me suis retourné, j'ai été frappé à la tête. Personne dans la rue n'a protesté. Les gens nous regardaient comme à un spectacle. Forcément, nous étions coupables de quelque chose pour être traités ainsi. Arrives-tu à croire, grand-père, que nous en sommes encore là dans ce pays ? Que ces contrôles humiliants soient vécus fréquemment par certains citoyens parce qu'ils sont noirs ou arabes?
Aujourd'hui, je vais bien. Je voudrais te remercier de m'avoir transmis tes valeurs et ton nom que je suis fier de porter. Une ligne de vie à laquelle je peux me rattacher. Lorsqu'avec Marie, on se promène dans la rue, elle sent les regards portés sur nous, plus que moi qui ne veux pas voir. Un jour, elle a entendu les blancs avec les blancs, les noirs avec les noirs. Elle savait que c'était pour nous.